Le face-à-face sur CNews, Éric Zemmour, Bernard-Henri Lévy, merci beaucoup d'être là et d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Vous êtes un fervent défenseur de la cause kurde que nous allons aborder dans un instant. Vous êtes en pleine actualité avec votre revue La Règle du jeu et votre dernier numéro intitulé Looking for Europe. Looking for Europe, du nom de vos représentations théâtrales dans toute l'Europe pendant près de 3 ans, que vous avez abordé le courage des Kurdes, le retrait de l'Amérique, les migrations comme part de l'identité européenne. Et face à vous, donc ce soir, Éric Zemmour, éditorialiste, écrivain, journaliste. Alors Bernard-Henri Lévy, pour commencer, on va regarder tout d'abord un extrait de votre film La bataille de Mossoul. C'était en 2017 et on revient. The name's Fazlia. Fazlia. Yeah. And we are going to enter in Fazlia. We are going to. Yeah. La colonne arrive bien aux abords de Fazlia, mais Daesh, alerté par son drone, était en embuscade et nous prend par surprise. Bernard-Henri Lévy, pourquoi vous vous posez en fervent défenseur des Kurdes ? Je ne me pose pas. Je suis un fervent défenseur des Kurdes, comme je pense tous les Français devraient l'être. Un, parce que c'est un grand peuple. Deux, parce qu'ils sont d'une bravoure extraordinaire. Et trois, parce qu'ils se sont battus pour nous, qu'ils nous ont défendus, qu'ils ont été notre rempart, notre bouclier, nos sentinelles, notre fer de lance contre le terrorisme et contre Daesh. Et parce qu'au moment où le moment serait venu d'être à leur côté, nous les lâchons, les États-Unis d'abord, avec un cynisme et une veulerie insensée, et l'Europe ensuite avec une impuissance qui crève le cœur, nous les laissons tomber comme des chiffons après usage. Et il y a là quelque chose, je trouve, cette trahison des Kurdes, ce manquement à la parole donnée, cette façon d'utiliser des hommes pour se battre à votre place, et quand le moment est venu de leur rendre justice, de les lâcher en race campagne, je trouve ça terriblement choquant et assez sans précédent. Il n'y a pas beaucoup de précédents. Il y a eu, les Américains ont laissé tomber, les Vietnamiens, mais enfin, c'était après une défaite militaire. Et il y a eu des cas de ce genre, mais jamais comme ça. Jamais comme ça. Et là, c'est véritablement le président des États-Unis qui, en décidant de retirer ses 2000 soldats, a dit au sultan, au néo-sultan Erdogan, bon appétit. Et il a dit à Bachar al-Assad, servez-vous. Et je trouve ça que dans ce mélange de cynisme, de sottise et de lâcheté, c'est à la fois monstrueux et c'est très bête. C'est du strict point de vue des intérêts de notre pays, des intérêts de la France, de la sécurité de l'Europe, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai accepté votre invitation. Il y en a une autre, on y viendra peut-être tout à l'heure. C'est que je crois vraiment que nous étions en train de gagner la guerre contre le terrorisme, nous étions sur le point de détruire l'hydre Daesh, et je crois qu'elle est en train de revenir par ce mélange de bêtises et d'impéritie dont les États-Unis ont donné le signal. Éric Zemmour, faut-il aider les Kurdes ? Alors moi j'aime bien débattre avec vous parce que j'aime bien vous écouter en fait. Personne ne le sait, mais je trouve ça formidable parce que tout est simple, tout est beau. Il y a des grands peuples, les Kurdes, après les Bosniaques, après d'autres qui sont aussi toujours des grands peuples et qui se battent pour la liberté, pour les droits de l'homme et même pour nous. Et puis il y a des méchants. Il y a Erdogan le méchant, Poutine le méchant, et puis maintenant Trump le méchant.
Moi, j'aime bien parce que j'ai l'impression d'être dans Harry Potter, quoi. C'est agréable. Mais je peux vous dire que là l'extrait était court. Oui, oui. Attendez, je vous garantis que c'était pas Harry Potter. Non, mais moi, là, c'était des femmes et des hommes qui se faisaient chasser. Le problème, c'est que... Qui se faisaient... Non, attendez, mais j'ai bien compris. Non, mais je vous ai pas interrompu. Hacher menu. Mais j'ai bien compris. Pour vous. Mais pas pour moi. Non, ça, je vais en parler. Oui, non, je vais en parler. Pour qu'il n'y ait pas d'autres attentats à Paris. Je vais en parler. Attendez, laissez-moi finir ma démonstration. Pour qu'il n'y ait pas plus de Bataclan. Pour qu'il n'y ait pas un autre hyper-cachère. Pour qu'il n'y ait pas d'autres Charlie. C'est pour ça que ces hommes se battent. Et moi, je les ai accompagnés pour montrer cela. C'est très bien, mais je ne suis pas d'accord. Donc je disais, c'est bien avec vous parce qu'on est dans Harry Potter. Moi, j'aime bien, j'ai aucun problème avec vous. Le problème, c'est le réel qui a un problème avec vous. Le réel vous aime pas. Le réel passe son temps à se moquer de vous. Vous savez, Balzac disait, les événements sont de l'action, sont de l'ironie en action. Et vraiment, il se fout beaucoup de vous. À chaque fois, il vous donne le démenti, que ça soit en Libye, que ça soit en Bosnie, que ça soit là maintenant chez les Kurdes. Renouvelez vos citations, celle-là, vous l'avez. Ah non, pas du tout, pas du tout. Non. Mais c'est pas grave. Bref, tout ça pour vous dire que à chaque fois, le réel vous donne tort. Oui. Ça, c'est un vrai problème. Et pourquoi il vous donne tort? Parce qu'en fait, vos a priori sont mauvais. Vous dites tout à l'heure, ils se battent pour nous. Pas du tout. Ils se battent pour eux. Bon. Et ils ont bien raison. Attendez. Vous y étiez ou pas? Non, mais attendez. Je vous en prie, pas d'argument d'autorité. Mais c'est pas un argument d'autorité. C'est pas un argument d'autorité. On peut très bien ne pas être d'accord avec vous sans y être. Non, mais ne me dites pas, ils se battent pas pour nous. Ils se battent pour eux. Mais c'est déjà valeureux. Ils se battent pour leur terre, pour leur mort, pour la création d'une nation. Permettez-moi de vous dire, là je vais vous informer, je vais vous apprendre quelque chose que vous avez l'air d'ignorer. Il se trouve que j'ai passé des mois et des mois à leur côté. Oui, mais vous passez toujours des mois et des mois à côté. Et vous vous trompez toujours. Donc peut-être parfois il faut avoir un peu de recul. Je commence à être assez âgé et j'ai passé plusieurs fois des mois et des mois aux côtés de peuples opprimés et qui luttent pour leur liberté. Vous voyez ce que vous voulez voir. Laissez-moi vous expliquer. Mais non, mais... Je suis votre invité et il a la courtoisie d'écouter une seconde. Mais je sais ce que je fais. Donc, ces hommes et ces femmes, parce qu'il y a des femmes parmi eux, ils se battent pour deux raisons. Un, pour sauver leur famille, pour sauver leur maison, pour sauver leur terre. D'accord. Mais deuxièmement, ils se battent et ils en ont conscience et ils le disent dans le film dont, hélas, on a vu... Ils se battent parce qu'ils se vivent comme tels, comme les remparts d'un certain nombre de valeurs, les valeurs de la démocratie, les valeurs de l'égalité entre les hommes et les femmes, les valeurs... ça, Bernard-Henri Lévy. Mais écoutez, vous inventez ça. Mais vous inventez à chaque fois. La Bosnie aussi, ils se battaient pour la démocratie et la liberté et l'égalité entre les hommes et les femmes. Et puis la Libye aussi, c'était l'islam des Lumières. Et tout ça, c'est vous inventez à chaque fois. Non. Vous inventez à chaque fois. C'est pour ça que je vous dis que c'était beau, c'est Harry Potter. La Bosnie, c'était... Non. Aujourd'hui, en Bosnie, il y a des mosquées. Vous mélangez. Oui, il y a des mosquées construites par l'Arabie Saoudite. Donc c'est formidable, l'islam. C'est formidable, la Bosnie. La Bosnie, c'était un islam européen qui nous suppliait de venir à leur secours et précisément de ne pas les laisser tomber dans les bras des Iraniens et des Saoudiens. Ce qu'ils n'ont jamais fait. Attendez, j'ai fait un film aussi sur Bosnie. Oui, je sais, vous faites toujours des films, mais vous vous trompez à chaque fois. La Libye aussi, c'est pareil. C'était magnifique, c'était démocrate libyen. La question est, en effet, le réel peut vous donner raison ou tort. À chaque fois, il vous donne tort. Bien sûr que non, pas chaque fois. Bernard-Henri Lévy, est-ce que le réel vous a donné tort? Ou bien on est un collabo du réel, c'est-à-dire on dit le réel m'a donné tort, eh bien on se couche, on fait comme les Français qui pensaient que le réel leur avait donné tort après la déroute de l'armée française, et en effet on se couche, attitude collabo, et il y a des gens qui, même quand le réel semble momentanément leur donner tort, eh bien ils continuent parce qu'ils croient que leur combat est juste. Et moi je pense que défendre hier en Bosnie, aujourd'hui au Kurdistan, l'islam démocratique, l'islam des Lumières, l'islam qui est compatible avec les droits de l'homme, c'est vital, Éric Zemmour. C'est vital pour notre pays. Je vous ai entendu, et c'est l'autre raison pour laquelle je suis venu ce soir, je voulais vous le dire en face. La première raison, c'est que je ne rate aucune occasion de parler des Kurdes en ce moment. L'autre raison, c'est que je vous ai entendu dans cette convention de la droite ou de l'extrême droite. J'ai entendu ce que vous disiez, sur notre pays, sur la France, pays occupé, qui placerait les Français dans une situation de résistance. Je pense que ces propos-là sont irresponsables, sont fous. Je pense que vous êtes un incendiaire des esprits. Je pense qu'aujourd'hui, si on aime son pays, si on aime la France, la seule chose que l'on doit faire, c'est non seulement prier si on sait prier, mais en tout cas œuvrer si on ne sait pas
prier à ce que l'islam républicain, la majorité des musulmans de France qui ne se reconnaissent pas dans cet islamisme radical, l'emporte. Il faut leur donner des armes, il faut les encourager. On a le droit de vous répondre? Bien sûr, allez-y. Alors, premièrement, je pense d'abord que ce que vous avez appelé depuis 20 ans, depuis 30 ans, l'islam des Lumières est un oxymore. L'islam est incompatible avec les Lumières, l'islam est incompatible avec la démocratie, l'islam est incompatible avec la République, tout simplement parce qu'il faut lire les textes. Et que les textes donnent tort à tout ce que vous dites. Deuxièmement, et je vous ai laissé parler longuement. Deuxièmement, quand vous me dites c'est moi qui suis un incendiaire parce que je décris la réalité, une fois de plus. Vous savez, dans les années 30 et même dans les années 20, un grand historien que vous connaissez d'ailleurs et que vous appréciez même si vous n'êtes pas d'accord avec lui s'appelait Jacques Bainville. C'était l'historien de l'Action française. Et dès 1920, il avait annoncé, uniquement en regardant le texte du traité de Versailles, tout ce qui s'est passé dans les années 30. Vous voyez, Hitler n'était encore un peintre du dimanche à l'époque. Et il avait annoncé tout. Et à l'époque, tout le monde l'avait traité de belliciste, de germanophobe. Et lui disait, et cette phrase vous va très bien, les républicains ont l'habitude d'appeler celui qui prédit les événements le responsable des événements. C'est exactement ce que vous faites avec moi. Je prédis les événements parce que je vois aujourd'hui qu'il y a des enclaves étrangères, qu'il y a des enclaves islamisées qui sont, comme dit votre ami Boualam Sansal, des républiques islamiques au petit pied, et que je dis simplement, les Français doivent se révolter. Parce que, j'ai fini, parce que vous êtes formidable, Bernard-Henri Lévy, vous défendez toujours les grands peuples, à la révolte, vous les appelez toujours à la rébellion, quand c'est les Kurdes, quand c'est les Bosniaques, quand c'est les Israéliens, quand c'est les Libyens, et les Français jamais. Quand les Français veulent se révolter contre une situation inique, là vous dites que c'est des pétainistes et des racistes. Eh bien non, ça marche pas. Les Français aussi sont un grand peuple, ou alors pas assez grand pour vous. Je peux comprendre, puisque vous, il n'y a que l'Amérique qui compte. Il y a une grande différence entre la France d'un côté et les peuples dont vous parlez de l'autre, c'est que la France, que je sache, n'est en effet pas un pays occupé. Elle n'a pas affaire des enclaves étrangères. Elle n'est pas en train de se libérer d'un pouvoir totalitaire ou autoritaire. Elle n'est pas en péril. Moi, c'est vrai que je vous en prie. Allez-y. Il m'est arrivé en effet quelquefois dans ma vie d'essayer modestement de porter secours à des peuples en péril, à des peuples à l'agonie, à des peuples en train de mourir. Que je sache, et heureusement, ce n'est pas le cas de la France. Ou alors, la France est peut-être en péril, mais pour une raison. Si elle est en péril, et là en effet, je me manifeste régulièrement, c'est à cause des gens que vous soutenez aujourd'hui. C'est à cause du Rassemblement national. Je ne soutiens personne. C'est à cause des propos. Alors c'est à cause des propos que vous avez tenus il y a quelques jours. Je vous répète, Monsieur Bernard-Henri Lévy, pour moi, la France est en péril. Oui. Voilà. Beaucoup plus que les. En tout cas, ça me concerne beaucoup plus que les Kurdes ou les Bosniaques. Alors il y a une grande différence entre être en péril. Il y a une grande différence entre être en péril parce qu'on a en face de soi un monstre sanguinaire et assassin comme Bachar el-Assad. 6 millions de déplacés et 500 000 morts. Et puis avoir en face de soi un président de la République qu'on peut ne pas aimer, mais enfin qui jusqu'à nouvel ordre, est démocratiquement élu. En revanche, je pense que le Rassemblement national aujourd'hui et les forces qui s'agrègent autour de lui mettent d'une autre manière en péril la démocratie et la République française. On peut répondre avec... Non, si vous faites un monologue, on ne peut plus répondre. Oui. Donc moi j'estime que la France est en péril. Elle est en péril de désagrégation. Je vous dis, je pense qu'il y a des enclaves étrangères aujourd'hui qui ne sont plus françaises. Je pense que ce n'est pas le Rassemblement national qui est un produit de cette situation qui en est la cause. Il en est le miroir. Non, mais peut-être, peu importe. C'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, c'est la France. Parce que moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'émeut, c'est uniquement le sort du peuple français. Vous savez, vous aimez les citations que je reprends. Mais à chaque fois qu'on discute tous les deux, à chaque fois que je vous vois, même quand on ne discute pas, je songe toujours à la phrase de Jean-Jacques Rousseau. Vous vous souvenez? Défiez-vous de ces cosmopolites qui aiment aller au loin dans leurs livres, remplir des devoirs qu'ils dédaignent remplir chez eux. Tel philosophe aime les Tartares, ou les Kurdes, ou les Bosniaques, pour se dispenser d'aimer ses voisins. Vous êtes l'incarnation de la phrase de Jean-Jacques Rousseau, monsieur Bernard-Henri Lévy. L'une des belles choses dans la France, que vous prétendez aimer, mais que je crois vous n'aimez pas tant que ça, l'une des belles choses dans la France, c'est qu'elle a justement la grandeur de s'intéresser aux autres. Je relis aujourd'hui pour mon bloc-notes du Point un sublime discours de Victor Hugo
de 1846, au moment de l'insurrection de Cracovie, où il parle de ce frémissement de générosité dont la France a le secret lorsque advient une grande injustice en ce monde. C'est ça la France. Aimer Vous la avez France. raison. Laissez-moi finir. Je vous en prie, je vous en prie. Prétendre qu'on aime la France comme vous et dire moi je n'aime que le peuple français, il n'y a que ça qui m'intéresse, le reste du monde ne m'intéresse pas, ça c'est l'oxymore, ça c'est la contradiction dans les termes, ça c'est absurde. On ne peut pas aimer la France. Le seul qui aimait la France seul, vous le savez très bien, Absolument. c'était son slogan, c'était Charles Maurras et c'était l'Action Il y française. a beaucoup inspiré le général de Gaulle, mon cher, l'un ne vous en déplaise. C'est-à-dire l'un des inventeurs de l'antisémitisme français. L'un des inventeurs de l'antisémitisme français. Ce que Vous mélangez tout et vous le savez très Bien bien. sûr que non. Mais Ce bien que sûr que l'antisémitisme... il n'invente rien du tout. l'un L'antisémitisme, des- il part à gauche. Il part à gauche, cher Bernard Lévy. Et vous le savez très bien. Il part à gauche, l'antisémitisme, dès le 19e siècle. C'est Toussenel, le proudhonien, qui lance bien avant Maurras, 50 ans avant Maurras. Alors, ne mélangez pas tout. Et deuxièmement, quand vous dites... Non. Quand vous... Attendez. Quand vous dites la France s'intéresse aux petits peuples et les défend, vous avez 1000 fois raison. s'intéresse aux autres. Laissez-moi finir. Vous avez 1000 fois raison. 1000 fois. 10 000 fois. 1 million de fois. Ah ben alors. C'est sa grandeur. Oui. Sauf que il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Allez-y. C'est que la France dont vous parlez, la France de Victor Hugo, vous savez, dans Choses vues, il explique tout ça. Et il explique que la France dont il rêve, en vérité, c'est la France de l'Empire napoléonien. Parce que c'est la France qui domine l'Europe. Alors évidemment, on peut, quand on domine l'Europe, quand on est la population la plus nombreuse de l'Europe, quand on a la meilleure armée du monde et qu'on a le général le plus génial à sa tête, alors là, on peut défendre les droits de l'homme et les sorts des petites nations. En vérité, c'est son sort qu'on défend. Là, aujourd'hui, vous devriez vous intéresser à la France, je vous assure. C'est une petite nation en danger de mort. Eh bien, je m'intéresse. Vous devriez, je vous assure, à moins que ça soit trop méprisable pour vous, parce que c'est baguette de pain et béret, comme vous disiez il y a 30 ans, dans les années 80. Au contraire, je me passionne pour la France. Ah ben ça se voit pas. Mais si, vous avez tort. Parce que lorsque je vais dans ces contrées lointaines qui vous inspirent cette moquerie. Non, vous savez, l'une des choses... Pas de moquerie du tout, j'ai du respect pour les gens qui se battent. L'une des choses qui me motive... Attendez, l'une des choses qui me motive, je vous assure, c'est de voir, d'entendre que le nom de la France et les valeurs de la France sont respectés et parfois même révérés par ces peuples que vous traitez avec un revers de main. Moi, j'aime entendre ça. J'ai aimé, en effet, en Libye, sur la place Tahrir de Benghazi, parler devant 50 000 ou 80 000 jeunes qui avaient des drapeaux français et qui avaient le sentiment d'entendre une parole française qui, pour une fois, ne s'adressait pas à un dictateur, ne s'adressait pas à un boucher, mais s'adressait à eux. Alors après, ils font ce qu'ils veulent de cette parole. Bien sûr... attendez, vous ne croyez pas qu'ils vous instrumentalisent? Non. Est-ce que vous ne pensez pas que votre narcissisme confine à la naïveté? Mais bien sûr. Parce qu'ils vous instrumentalisent, tous ces gens. Ils pensent qu'à eux. Et ils ont bien raison. Moi, je ne leur en veux pas. Mais c'est vous le naïf dans cette histoire. Mais peut-être qu'ils m'instrumentalisent, c'est possible. Oui. Et je préfère être naïf que collabo. Et je préfère être naïf qu'avoir le cœur dur. Et c'est vrai que quand j'entends, à l'époque, un dictateur ou son fils promettre des rivières de sang à son peuple, je veux bien être instrumentalisé, mais je fais tout pour que les rivières ne coulent pas. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Mais certainement pas les rivières de sang. Ce pays est à feu et à sang. Non, pas. Il est dans un état de chaos entre tribus. Oui. Et deuxièmement, à cause de ça, on a eu des millions de migrants qui sont passés. Non. Bravo, Bernard-Henri Lévy. Les millions de migrants viennent dans leur majorité de Syrie, c'est-à-dire du pays, du pays où on n'a rien fait, du pays où on a laissé faire, du pays où on a dit à Bachar al-Assad, il y a une ligne rouge, mais c'est pas grave si tu la franchis. Il passe par des tas d'endroits. Là où le Kadhafi les aurait arrêtés. En particulier la Libye, bien sûr. Jusqu'au jour où Erdogan mettra à exécution son chantage et qu'il ouvrira comme il dit. C'est à cause de vous. Ah bon, Erdogan, mais bien sûr que c'est à cause de vous. Ah bon, très bien. Mais bien sûr que c'est à cause de vous. Pour deux raisons. Oui. D'abord parce que ce chantage, c'est à cause de la Syrie. Ce que vous oubliez de dire, c'est que la Syrie, c'est à cause des interventions américaines que vous regrettez tant en Irak et qui ont mis le feu à la région, qui sont la vraie origine de Daesh, qui sont la vraie origine de la destruction de la Syrie. Et c'est une catastrophe, les interventions américaines que vous regrettez tant. Et deuxièmement,
Cette Europe à qui on fait du chantage, mais pourquoi on lui fait du chantage, M. Bernard Lévy? Parce que c'est une Europe faible. Et pourquoi c'est une Europe faible? Parce qu'elle s'est convertie au BHLisme, c'est-à-dire le droit et le commerce. Les droits de l'homme et le commerce, eh ben non, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il n'y a que les rapports de force. Et ça, vous l'avez oublié. Eh bien, donc c'est à cause de vous qu'Erdogan peut vous faire du Bernard chantage. Lévy sur l'intervention américaine Je sur vais l'Europe. vous expliquer. Je vous en prie. Dans les rapports de force, il n'y a pas que la puissance militaire. Ah si, Poutine le démontre. Mais non, il n'y a pas que les roulages de mécanique. Dans les rapports de force, il y a aussi, par exemple, on commençait par là tout à l'heure, le crédit moral, le respect de la parole donnée, le fait d'être loyal envers ses alliés. Il y a tout ça dans les rapports de force. L'Amérique n'a jamais été loyale à ses alliés. L'Amérique, c'est pas la France, hein. L'Amérique jamais. Même quand elle est venue en 17-18, elle nous a l'Amérique lâchés. a été grande à certains moments de son histoire quand elle s'est justement préoccupée des autres, quand elle a considéré que le sort du monde l'a concerné. Mais vous êtes d'une naïveté. Mais ils ne se sont jamais occupés du sort du monde. Ils voulaient dominer le monde. Ils voulaient que c'était un empire. Je suis vous né, êtes l'enfant des en empires. 1940. Non, je suis né en 1948. Bah oui, vous aimez je le suis vainqueur. l'enfant d'une mère et d'un père qui ont survécu parce que les Américains ont débarqué en Normandie. Parce que les Américains ont battu le nazisme. C'est les Russes qui ont battu le nazisme. Et qu'ils ont battu le nazisme sans nous faire plonger pour autant dans une dictature totalitaire. Moi, je suis né pour ça. Parce que c'est les Américains qui ont gagné et pas les Soviétiques. Mais vous êtes le produit de votre génération. Et aujourd'hui, vous parlez du suicide américain. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que dans cette façon, avant de parler de l'Europe. oui, dans cette manière que l'on a, avoir sur les mains le sang de ses ennemis dans une guerre, c'est déjà terrible. Mais avoir sur les mains le sang de ses amis, le sang de ses alliés, c'est pire. Et je crois que c'est quelque chose qui, malheureusement, va peser lourd et va peser très longtemps sur les auteurs de ce forfait. J'ajoute que les djihadistes, il faut savoir si on est anti-djihadiste ou pas. Moi, je suis un anti-djihadiste sans concession et conséquent. Il y a là-bas, au Kurdistan, plusieurs milliers de djihadistes qui étaient détenus par les Kurdes. C'est eux qui tenaient les clés. Aujourd'hui, les clés, elles sont passées entre les mains d'Erdogan et elles vont passer demain entre les mains de Bachar al-Assad. Et de bien Poutine, ça c'est un danger méchant pour la sécurité des démocraties. Quand je dis que les démocraties se tirent une balle dans le pied ou se suicident, je pense à ça. Erdogan, c'est celui qui les a laissés entrer en Syrie. Et Bachar al-Assad, c'est celui dont le premier acte dans cette guerre contre les civils terrible et a été de libérer les djihadistes. Donc aujourd'hui, nous sommes menacés, en effet, par deux satrapes revanchistes qui peuvent du jour au lendemain décider de nous envoyer en visite quelques dizaines ou quelques centaines de djihadistes. Ça, avoir laissé faire ça, ça s'appelle en effet un suicide. Vous n'avez pas encore répondu à la question d'Éric Zemmour sur l'Europe. Attendez, on parlera d'Europe après, je finis ça et on parle d'Europe après. Les États-Unis d'abord, vous avez une vision, mais je vous ai dit c'est Harry Potter, donc vous avez une vision idéalisée de l'Amérique. L'Amérique a toujours abandonné ses alliés. On a permis à l'Amérique de devenir indépendante au XVIIIe siècle. Elle n'est pas venue à notre aide sous la Révolution et sous l'Empire. Elle est venue soi-disant pour nous aider en 17. En vérité, elle nous a lâchés. Elle aurait venu venir quand ? Oui, bien sûr, elle pouvait nous aider. Elle avait des bateaux, etc. Elle a fait la guerre en 1812 contre les Anglais. Ouais. Elle aurait pu venir nous aider en 17. En fait, c'était un rideau de fumée. Et elle nous a lâchés dès qu'elle a pu. Et elle nous a laissés seuls face à Hitler dans les années 30. Donc l'Amérique, encore une fois, vous l'avez idéalisée. Deuxièmement, l'Amérique a détruit toute la région. C'est voudrait quand même vous mettre ça dans la tête. Elle a détruit toute la région. L'intervention en Irak de Bush Junior, que vous semblez regretter, est une catastrophe mondiale. Bon. Troisièmement, et on va arriver directement à l'Europe. Ce que vous ne... J'ai compris, parce que je vous lis, je vous écoute à chaque fois. En fait, vous avez une vision, vous m'avez donné la clé tout à l'heure, quand vous avez dit « je suis né en 48 et donc je suis né dans un enfant à la fois de l'Amérique qui bat le nazisme, puis, vous ne l'avez pas dit mais j'ai compris, de l'Amérique face au communisme stalinien. Donc face aux deux grands totalitarismes du XXe siècle. J'ai très bien compris. Et du coup, vous croyez que le combat est ad vitam aeternam entre les démocraties et les dictatures et les totalitarismes. Vous vous trompez pour l'époque. Parce qu'il n'y a pas eu de combat entre les démocraties et le totalitarisme, parce qu'il y a eu
en vérité, un combat dans les années 30 entre les vainqueurs de la Première Guerre mondiale et les vaincus, qui voulaient prendre leur revanche. Et après, laissez-moi finir, je vous en prie. Après, pendant la guerre, il y avait une alliance avec Staline qui n'était pas vraiment un démocrate. Deuxièmement, vous dites là, c'est une injure. Non, pas du tout. À tous ceux qui se sont battus. Non, mais Éric Zemmour. Mais attends, laissez-moi finir, je vous en prie. Ils se sont pas battus pour la démocratie. Ils se sont battus pour leur nation. Churchill se bat pour l'Angleterre. Roosevelt pour l'Amérique. De Gaulle pour la France. Il se bat pas pour la démocratie. La résistance française. Et je finis. Et vous vous trompez encore aujourd'hui. Il y a des nations qui veulent redevenir des empires. La Turquie, la Chine, l'Inde, la Russie. C'est la réelle politique de De Gaulle que vous citez à tort. Mais vous vous souvenez, et j'ai fini. Alors, Bernard-Henri Lévy, oui. De Gaulle disait, pour l'URSS à l'époque, il l'appelait la Russie, tout le monde se moquait de lui, vous vous en souvenez? Et il disait, la Russie boira le communisme comme le buvard boit l'encre. Et ça, vous ne le comprenez pas. Il n'y a que les nations qui existent, c'est tout, et les peuples. Le reste, c'est du baratin. Bernard-Henri Lévy. Ce que vous venez de dire sur les combattants anti-nazis des années 30, antifascistes des années 30, puis anti-nazis de la Seconde Guerre mondiale, c'est une insulte à eux. Bien sûr que si. Il y a une mémoire de la résistance française où il y a en effet le patriotisme et où il y a aussi la haine du fascisme, la haine de ce que cela représentait, la haine de l'antisémitisme. Vous avez dit un jour une chose terrible, dans une autre émission. Vous avez osé dire que Pétain avait sauvé les Juifs. Français. Ou avait sauvé les Juifs français. C'est une monstruosité. C'est du révisionnisme. C'est encore une fois le réel. Non, le réel, c'est que Pétain a été plus royaliste que le roi. Il a édicté des décrets en octobre 40 que l'Allemagne ne lui a pas demandé. Et si des Juifs ont été sauvés, c'est parce qu'il y a eu des justes. C'est parce qu'il y a eu au sein de l'administration des hauts fonctionnaires français. Je connais, vous répétez Paxton et qui a tort. Mais je répète pas Paxton, je répète tous les historiens sérieux. Non, tous les historiens. Depuis que l'on a eu accès aux archives des commissariats de la rafle du Veldiv, depuis que l'on sait que un grand nombre de policiers français ont rechigné à cette tâche ignoble qu'on leur confiait. Il y a eu des justes et c'est la raison pour laquelle un grand nombre de Juifs ont été sauvés. Mais cela ne doit en rien, cela ne doit rien à une supposée indulgence ou une stratégie du glaive et du bouclier ou un partage des rôles entre les gaullistes et les pétainistes. Non, mais laissez-moi parler. Dire ça, c'est la famille. Bernard-Henri Lévy, laissez-le répondre. Sur les résistants. Non, et je termine. Ce que vous dites sur la résistance, qui se moquait éperdument de l'antifascisme, qui ne pensait qu'aux nations, c'est une autre infamie. Monsieur Zemmour, vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais je le dis et je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer. Bah, écoutez, en 40, à Londres, il y a à peu près 90% de gens, ils viennent d'où? De l'Action française. C'est des nationalistes. Laissez-moi parler, monsieur Lévy. Regardez la photo célèbre du général de Gaulle. Lisez Simon Epstein. Non, parce que c'est trop facile, vous me coupez toujours dans mes raisonnements. Il y a une photo célèbre, vous la verrez, googlisez-la, vous verrez. Le général de Gaulle passant en revue les premiers Français libres. Tous ceux qui sont au premier rang ont le foulard de la Légion étrangère. C'est pas des royalistes, c'est pas des maurassiens, ce sont des anciens de la Légion étrangère. Ce sont les pères ou les grands-pères ou les semblables de ces étrangers que vous voudriez aujourd'hui voir non seulement foutre hors de France. C'est scandaleux ce que vous dites. Alors je vais vous offrir. Moi, j'ai pas des photos, moi. Cette image, elle est belle. Je vais vous offrir le livre de Simon Epstein, Le paradoxe français. Un grand historien franco-israélien. Je vais vous l'offrir pour votre anniversaire, parce que vous allez voir ce qu'il démontre. C'est que 90% des gens qui vont à Londres en 40, ce sont des gens de l'Action française. Et laissez-moi, je vous en prie, 90% des collabos viennent de la gauche socialiste radicale. Et au départ, en 40, De Gaulle est même obligé de faire le ménage et de les faire taire, parce qu'il parle exactement comme à Vichy. Si on a perdu, c'est à cause des Juifs et des francs-maçons. Ils disent la même chose. Mais relisez Simon Epstein. Laissez-moi finir. Et deuxièmement, ils se battent contre l'Allemagne. Lisez l'ancien secrétaire de Jean Moulin. Daniel Cordier. Eh ben oui, lisez Daniel Cordier. Lisez-le. Et vous allez voir que c'est faux ce que vous dites. Attendez, laissez-moi finir. Non, laissez-moi finir. Je dis simplement que
ce n'est qu'en juin 41. Je vous rappelle que les communistes pactisent avec les Allemands et qu'ils pactisent avec les forces d'occupation en 40, vous savez très bien, pour faire ressortir l'humanité. Et ce n'est qu'en juin 41, quand Hitler attaque la Russie, l'URSS, que là, le combat contre le nazisme devient l'emblème. C'est les communistes qui l'ont imposé. Avant, ils se battent pour la France. Et ça nous ramène exactement à notre discussion sur l'Europe. Eh bien, lisez Daniel Cordier. Mais je l'ai lu. Et justement, c'est pour ça que je vous raconte ça. Lisez l'interview du Monde paru il y a 2 ans. Attends, laissez-moi à mon tour parler. Où il vous répondait nommément, Daniel Cordier, qui a été, lui, un maurassien, et qui en a été guéri dans le combat antifasciste. Ah, le fascisme. Ah, le maurassisme, c'est pas une maladie. Et le maurassisme, non, qui est la version française du fascisme. Pas du tout, c'est faux. Moi, je dis pas que c'est une maladie parce que je n'aime pas médicaliser du nazisme. Non, il voulait inventer un fascisme français. Pas du tout. Et il voulait inventer mais vous faites du Sternel. Après avoir fait du Paxton, vous faites du Sternel. Non, je fais l'idéologie française. Oui, c'était un mélange de Paxton. Je vous ai lu. Et vous avez faux surtout là aussi. Et Maurras prétendait inventer, il a essayé d'inventer un antisémitisme convenable, aux couleurs de la France, pas exterminateur, mais qui... Oui, c'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Mais pour la situation de l'époque, c'est pas mal. Mais pour ceux qui, alors pardon encore, mais comme ma maman, qui était institutrice dans un petit village d'Algérie, et qui a été du jour au lendemain exclue de la fonction publique, renvoyée dans ses foyers. Oui, mais pas mise dans un camp d'extermination. Parce qu'on ne l'exterminait pas, mais qu'on lui interdisait juste de travailler. Mais j'ai jamais dit. Mais pour cette petite jeune fille qu'elle était à l'époque, c'est une éducation politique monstrueuse, mais qui en même temps crée des caractères trempés dans les reins. Vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Je ne défends pas la politique de discrimination de Vichy à l'égard des Juifs, mais je dis simplement qu'elle n'avait pas pour conséquence l'extermination et les camps nazis. Et vous mélangez tout et vous faites un contresens historique. Les plus modestes commissaires de police parisiens savaient que quand on leur donnait l'ordre de ne pas oublier les enfants, de mettre tout le monde dans des wagons à bestiaux, attendez, on les mettait, les familles, dans des wagons à bestiaux, on recommandait aux policiers de ne leur laisser emporter que le strict nécessaire. Ils savaient bien qu'on ne les envoyait pas dans une croisière de vacances. Mais je suis d'accord, mais ils n'imaginaient pas les camps d'extermination. Cela... Bien sûr que si, les camps d'extermination... Il y a là, c'était tellement, c'est tellement horrible. C'était tellement horrible que c'était à la limite de l'inimaginable. Vous êtes là quand très peu, je suis d'accord avec vous. Très peu sont ceux, mais vous savez, même sans l'extermination, être arraché à sa famille, arraché à son pays. Mais il y avait les Allemands derrière, ça ne vous a pas échappé. Non, mais les Allemands s'en foutaient. Pas du tout, c'est faux. Les Allemands voyaient... Attendez, ils ne sont pas contents parce qu'on leur en met pas assez de juifs, justement, étrangers. Je précise, de juifs étrangers. Vous ne connaissez pas... Ah, ça y est, je connais rien. Mais non, mais... Quand on n'est pas d'accord avec vous, on ne connaît rien. Non, mais ça, vous ne connaissez pas bien. Mais si, je connais très bien, j'ai lu beaucoup de livres. Pour la France, c'était au contraire d'y déporter leurs juifs, de les envoyer en zone sud. Mais ça, c'est dans un premier temps. Certainement pas. Ah ben merci, c'est déjà ça. Certainement pas d'imposer à la France cette législation atroce. Et c'est là, on vient de communier. C'est pour ça qu'à la fin, ils ont envoyé les SS. Parce qu'ils en avaient marre que les Français ne soient pas assez rentables, si j'ose dire. Ils ont c'est fait exprès. Ne parlez pas comme ça. Mais non, mais vous avez bien compris. Ils ont envoyé les SS parce qu'il y avait des résistants. Non, et des résistants de toutes sortes. Il y avait peut-être des Maurassiens, il y avait des communistes, il y avait des gens de la Légion étrangère. Et je vous assure, je vous en supplie, j'enverrai à Christine Kelly tout à l'heure cette photo. Non, et moi je vous enverrai le livre d'Epstein. C'est une photo très célèbre. Et au premier rang de ceux qui saluent le général de Gaulle et à qui le général de Gaulle rend les honneurs, il y a des gars de la Légion étrangère. C'est pas ça les Maurassiens. Il prenait tout le monde, il n'y avait personne. Alors il prenait tout le monde de Gaulle. Il prenait tout le monde, notamment les métèques, les juifs, comme il disait, et des royalistes. Évidemment. Mais dire que la majorité de la résistance était composée de ces royalistes, c'est du révisionnisme. Non, pas du tout. C'est du réalisme. Ou alors de l'ignorance. Lisez Epstein, je vous l'enverrai. C'est un beau cadeau que je vous fais. Très utile. Messieurs, il nous reste 1 minute. Je voulais vous lancer sur l'Europe. Vous n'en avez jamais véritablement parlé. Est-ce que vous avez un mot chacun sur l'Europe? Non, mais là, maintenant, ce soir, sur vos deux visions complètement différentes de l'Europe, parce que justement, on a commencé par les Kurdes. Ils ne sont pas intervenus. C'est quoi l'Europe aujourd'hui? Quelle est la notion de l'Europe? Est-ce qu'elle est faible? On en a parlé un peu au début. Elle est faible. Absente. L'histoire s'écrit sans nous.
L'histoire est en train de s'écrire sans elle. On est en train de devenir une espèce de Suisse continentale sortant de l'histoire. Et on est en train surtout de laisser la place à ces grands empires en résurrection que sont les Ottomans, les Perses, les Russes, les Chinois et la version radicale du sunnisme. Et moi, ce que je pense, une des raisons pour lesquelles je suis si ardemment européen, c'est que pour faire face à tout ça, pour faire face à ces vrais impérialismes, c'est pas l'Amérique qui est impérialiste aujourd'hui, elle est retirée. C'est les 5 que je viens de citer. Pour leur faire face, c'est pas la France, si grande soit-elle, toute seule. C'est pas l'Italie, si grande soit-elle, toute seule. L'union fait la force et l'Europe est probablement la seule solution à tous les défis que posent ces 5 puissances antidémocrates. Et comme moi je crois que la bataille entre la démocratie et ceux qui y sont hostiles, c'est vrai qu'elle continue. C'est vrai que le communisme n'est plus là, ni le fascisme. Mais il y a aujourd'hui l'islamisme radical, il y a les frères musulmans représentés par Erdogan, il y a Poutine avec son projet eurasien. Pour faire face à ça, je crois que l'Europe sera mieux placée que la France seule. L'Europe mieux placée, il nous reste 50 secondes. Écoutez, c'est très simple. Je répète que l'Europe faible, telle que l'a décrit Bernard-Henri Lévy pour s'en lamenter, c'est l'Europe qu'il a voulu. C'est l'Europe des droits de l'homme, c'est l'Europe du droit et du commerce contre les États-nations. Deuxièmement, je remarque qu'une fois de plus, vous défendez les peuples et les nations partout à être libres, sauf les peuples européens et en particulier le peuple français. Là, vous devenez impérialiste et vous défendez un empire mou en plus, qui n'est pas digne de vous, l'Europe, qui ne représente rien. Vous aviez plus de gueule quand vous défendiez l'empire austro-hongrois. Ça avait un autre charme quand même. Mais là, vraiment, l'Europe bruxelloise... C'est nul et vide. Elle n'en a aucune, pas à cause de vous, à cause de gens comme vous. Parce que les droits de l'homme ne font pas une politique, monsieur Bernard-Henri Lévy. Et vous voyez, moi, je ne vous ai pas interrompu. Allez-y. Et je finis simplement qu'il y a... Mais je suis votre hôte ce soir, si j'ai bien compris. C'est vrai, mais bon... Alors, terminez quand même, allez-y, finissez. Et troisièmement, je pense qu'aujourd'hui, les seuls qui défendent vraiment l'Europe, c'est-à-dire... Vous connaissez évidemment la phrase fameuse de Paul Valéry, j'appelle l'Europe toute terre qui a été romanisée, christianisée et qui a subi la discipline grecque. Eh bien, c'est les peuples qu'ils détestent, c'est les dirigeants qu'ils détestent, c'est-à-dire la Hongrie, la Pologne, l'Italie de Salvini quand elle était sous Salvini. Tous ceux que vous détestez et que vous appelez des populistes, ce sont eux qui défendent la civilisation européenne contre les prédateurs qui viennent. Bernard-Henri Lévy, le mot de la fin. Rapidement. Dire que je déteste le peuple italien, non, mais le peuple polonais, les dirigeants, le peuple hongrois. Ils votent majoritairement pour eux. Je suis atterré quand je vois Salvini que vous défendez se laisser corrompre par Poutine. Je suis atterré quand je vois Orban, que j'ai connu il y a 30 ans, jeune dissident, luttant contre le KGB, se remettre dans les griffes du FSB. Et je suis atterré quand je vois la Pologne, en effet, ce grand peuple polonais que j'aime passionnément, ne pas comprendre que le parapluie américain ne vaut plus rien, que l'ours russe est toujours là et qu'en effet, la seule solution de survie pour lui, c'est cette alliance européenne. Et demain, vous partez aux États-Unis pour défendre la cause kurde et montrer votre film aux États-Unis. Merci Bernard-Henri Lévy, merci Éric Zemmour, merci à la régie, merci à Marianne Murat, Margot Sanzano pour la préparation de cette émission.